Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, cette séance est consacrée à un entretien avec Grisha Brouskine, et en particulier à son livre « L'imparfait du temps passé », qui est sorti, qui vient de sortir aux nouvelles éditions Place. Alors, la traductrice de ce livre, Christine Zeytounian, a obtenu le prix Russophonie. Donc, c'est un prix en même temps pour une traduction, mais aussi pour un livre. Et moi, je suis vraiment très heureux que ce livre ait été primé, parce que, à mon sens, c'est un texte qui ouvre un nouveau champ éditorial qui concerne tous les écrits des artistes russes contemporains. Parce que les artistes russes écrivent beaucoup, pas seulement Grisha Brouskine, mais ce livre est vraiment représentatif des textes des artistes russes et de tout l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour différents types de lecteurs. Et c'est ça que je voudrais dire en introduction. D'abord, Grisha Brouskine, c'est un grand artiste russe. C'est pas seulement un écrivain. Il a représenté la Russie, par exemple, à la dernière biennale de Venise, où ses œuvres étaient dans le pavillon russe. Il a des très grandes expositions en Russie, aussi aux États-Unis, où il est installé. Et donc ce livre, L'imparfait du temps passé, c'est d'abord une introduction à son œuvre. On comprend mieux comment fonctionne son œuvre en lisant ce texte. Le deuxième intérêt de ce livre, c'est que Grisha Brouskine n'y parle pas que de lui. Il parle aussi de ses contemporains, des grands artistes qu'il a connus, Eric Boulatov, Kabakov, Prigov. Il y a des choses qui sont aussi intéressantes pour ceux qui s'intéressent au mouvement de l'art contemporain russe, de l'art non officiel russe, et aussi de son destin à partir après la perestroïka. Et justement, le troisième aspect du livre qui me semble fondamental, c'est aussi son intérêt pour comprendre l'histoire de la Russie contemporaine. Parce que Grisha Brouskine donc, est né en 1945, c'est-à-dire qu'il a vécu cette époque importante de l'après-guerre. Il a vécu la perestroïka, il nous en dira quelque chose. Il a vécu aussi l'immigration. Et il n'est pas de ceux qui sont partis définitivement, puisqu'il travaille en Russie aussi aujourd'hui. Et donc ce livre, il est aussi intéressant pour comprendre ce qui s'est passé en Union soviétique à partir des années, jusqu'à la situation qui a conduit à la perestroïka. Alors, je ne vais pas parler longtemps tout seul, puisque donc l'idée de cette rencontre, c'est de faire un entretien. Et je vais peut-être poser la première question qui concerne cet événement que Grisha Brouskine rappelle souvent, et qui est effectivement un événement fondateur pour des tas de raisons. C'est la vente du tableau de Sotheby's qui a eu lieu en 1988, la première et la dernière vente aussi qui a eu lieu à Moscou, au cours desquelles son tableau, la grammaire de l'Union soviétique, a atteint des sommets, la première vente aux enchères sur le territoire de l'Union soviétique. C'est à partir de ce moment-là que Grisha Brouskine donc est entré dans le rapport Est-Ouest, qui est l'objet de ce salon de cette année. Et c'est aussi à partir de cet événement, pour en donner une interprétation juste, qu'il a commencé à écrire. Et voilà, donc Grisha, si vous pouviez, s'il vous plaît, nous raconter cet événement fondateur a bien des sens, à la fois fondateur pour vous en tant qu'artiste et en tant qu'écrivain.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я плохо отношусь к аукционам. Avant tout, je voudrais dire que je vois d'un mauvais œil les ventes aux enchères. Я думаю, что в области искусства это, в общем, такое не очень приятное, яркое проявление капитализма, так бы я сказал. Je crois qu'il s'agit d'une manifestation assez peu agréable du capitalisme dans le domaine des arts. Люди, которые покупают на аукционных картины, конечно, бывают разные. Бывают действительно преданные искусству коллекционеры, которые хотят какого-то свершения, собрать коллекцию, подарить в музей, как, предположим, это сделал Третьяков в России, как делали Щукин и Морозов. Но таких, к сожалению, коллекционеров единицы. Большинство людей, которые покупают картины на аукционах, они покупают для того, чтобы в конце концов их продать, перепродать, заработать деньги или просто вложить как в акции. В общем, это малоприятное событие, потом это гламурное событие. А гламур мне тоже как-то не очень симпатичен. Bien sûr que parmi ceux qui viennent aux ventes aux enchères, ceux qui les achètent, il y a des gens très divers. Il y a effectivement des amateurs d'art très fidèles, des collectionneurs qui donc rêvent de faire un geste, de rassembler une collection et de l'offrir ensuite à un musée, comme ont fait Tretiakov en Russie, Щукин, Morozov. Mais quand même, la majorité des gens qui viennent, qui achètent, ce sont les gens qui veulent juste acheter le tableau puis le revendre, se faire de l'argent. Так я думал и думаю сейчас. В то далекое время мы вообще не понимали, что такое аукцион, что это за событие. Et donc c'est aussi on peut dire que c'est un acte de glamour, mais ça c'est ce que je pense aujourd'hui. À l'époque, nous ne savions même pas ce que c'était comme événement que la vente aux enchères. В Советском Союзе слово «аукцион» существовало в книгах Ильфа и Петрова. А простые люди, и, в общем-то, мы все что-то из литературы знали, но мы понятия не имели, как работают аукционы, как вообще работает система арт-рынка. Donc, de nos temps, ce mot vente aux enchères, on ne le rencontrait que dans les livres d'Ilf et Petrov. Bien sûr que par la littérature, on savait à peu près ce que c'était, mais nous n'imaginions pas comment marchait, comment fonctionnait la vente aux enchères et comment fonctionnait tout ce système en général. Потому что в России мы делали свое искусство, я бы сказал, для Небесного музея. Потому что казалось, что и мне, собственно, и сейчас кажется, что все-таки занятие искусством – это особое дело, и что-то, наверное, на небесах записывается. И работы мы показывали своим друзьям. Это были наши зрители. Показывали работы, мы что-то дискутировали и так далее. И вдруг на тебе какой-то аукцион. Et donc, à l'époque, en Russie, nous travaillions surtout, si on peut le dire, pour un musée local. Parce que, les arts, c'est quand même un domaine à part, et quand on en fait, peut-être quelque chose est inscrit dans les cieux. Et nous, on montrait nos tableaux surtout à nos amis, donc on en discutait entre amis, et là, voilà qu'apparaît cette vente d'enchères, on ne savait pas ce que c'était. Но в Москве этот аукцион приобрел особые какие-то черты. Это превратилось в какое-то романтическое событие. Я бы сказал, романтический аукцион. À Moscou, quand même, cette vente aux enchères a pris des traits assez spécifiques. C'est devenu un événement romantique. Je crois qu'on pourrait le nommer d'une vente aux enchères romantique. Я помню, незадолго до этого аукциона я был в мастерской одного из самых ныне известных русских художников. Он мне показал каталог Сотбиса и сказал: вот, Гриш, попасть вот в этот каталог, это значит уже как бы попал в будущее.
Et je me rappelle que peu avant, j'étais venue dans l'atelier d'un des artistes les plus connus de Russie aujourd'hui, qui m'a dit que se retrouver dans le catalogue de cette vente aux enchères, c'était déjà se retrouver dans le futur. Происходило это в 1988 году. Это было время перестройки. И вот где-то вот за год до этого перестройка достигла искусства, потому что мы вообще не верили в эту перестройку. Ну, решили, что... Ну, объявили очередной этап там, как бы своего социализма. Были уверены, что на самом деле ничего не изменится. Но где-то в 1987 году вдруг что-то... Вот атмосфера стала меняться. Такое впечатление, что появились какие-то особые атомы, молекулы в этом воздухе. Что-то невероятное стало происходить. Et donc c'était en 1988, à l'époque de Perestroïka, et un an avant, la Perestroïka a touché l'art, parce qu'avant on en faisait peu de choses entre nous, on se disait bon, c'est encore une étape de leur socialisme à eux. On ne croyait pas vraiment que ça puisse nous faire quelque chose. Et voilà qu'en 1987, la perestroïka est allée quand même jusqu'au domaine des arts et on a senti quelque chose de nouveau dans l'air. Il y avait comme donc de nouveaux atomes, de nouvelles molécules dans cet air, une nouvelle atmosphère. Министерство культуры, то есть, собственно, власть в искусстве, вдруг сошло с ума. И стали водить по мастерским неформальных художников, неофициальных художников, стали водить иностранных граждан, что уже было странно. Le ministère de la Culture, qui représentait le pouvoir dans le domaine des arts, tout d'un coup est devenu fou. Ils ont commencé à amener dans les ateliers des artistes inofficiels, informels, des délégations étrangères, ce qui avait été inconcevable. Это было очень как бы забавно. Приходили люди из такой организации «Межкнига», которая непонятно чем занималась. Ну, наверное, ходили слухи, что они торговали оружием и искусством. И, значит, приходили представители Министерства культуры, это «Межкниги», и они делали вид, что они как бы все знают, все понимают. Они приводили... Я помню, один раз привели мне американского галериста. Что такое галерея, галерист, мы тоже как ничего не понимали. И галерист захотел купить мои работы. И спросил меня, а сколько стоит эта картина? Я так нагло говорю, предположим, там $5000. Обнаглев совсем как. Представитель Министерства культуры говорит, да нет, эта картина стоит $3600. Вы, говорит, здесь живете, ничего не знаете, а мы объездили весь мир, и мы знаем, что к чему. Et donc c'était assez marrant. Ils venaient dans nos ateliers les représentants de l'association qui s'appelait Vneshkniga, ce qui revient au livre extérieur. On ne savait pas trop ce qu'ils faisaient, mais des bruits couraient qu'ils faisaient du commerce des armes, mais aussi des arts. Donc ces représentants de Vneshkniga et aussi les représentants du ministère de la Culture, ils venaient chez nous et c'était assez hilarant parce qu'ils voulaient faire l'air qu'ils connaissaient tout, qu'ils savent de quoi ils retournent dans nos tableaux. Et je me rappelle qu'il y a eu un propriétaire de galerie américaine, à l'époque on ne savait même pas ce que c'était qu'une galerie, donc il a voulu acheter un tableau à moi, il m'a demandé combien cela coûte. Donc j'étais aussi insolent de dire que le tableau coûtait $5000, comme ça. Et donc le représentant qui était à côté a dit ben non, ce tableau coûte 3600. Vous n'en savez rien, nous on voyage dans le monde et on sait ce que c'est. Ну, чтобы вас не утомлять длинными рассказами про этот аукцион, я просто скажу, что нам этот аукцион казался таким вот, что казалось, что мне, во всяком случае, что я попал в детектив Агаты Кристи. Alors, pour ne pas trop vous fatiguer avec de longues histoires des ventes aux enchères, je dirais juste que pour moi, cette vente aux enchères semblait sortir tout droit d'un roman d'Agatha Christie. Je me retrouvais dans un polar d'Agatha Christie.
Да, оказалось, что вся эта история кончится каким-нибудь трупом, и что этим трупом буду я. Il me semblait que c'était une histoire à corps et que l'un des corps, ce sera moi, finalement. Ну а теперь я готов к вопросу. Alors là, maintenant, je suis prête à répondre aux questions. Ah, et est-ce que vous pouvez nous dire, alors justement, suite à cette vente aux enchères, pour vous a été particulièrement réussie, puisque ce sont vos œuvres qui se sont vendues à des prix qui vont loin au-delà des $5,000. Mais alors après, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, suite à cet événement, vous avez commencé à écrire? Ну, я на самом деле написал книгу, вот, о которой сегодня мы говорим, спустя энное количество лет. И начала писать это потому, что вы знаете, что художественный мир, возможно, как и писательский, не очень добрый, мягко говоря. После этого аукциона пошли всякие слухи, я даже их коллекционировал одно время. Ну, например, рассказывали, что все картины купил мой дядя, который живет в Канаде. У меня никакого дяди нет, и тети нет в Канаде. Donc, il faut dire quand même que ce livre que j'ai écrit et que nous à propos duquel nous discutons aujourd'hui, je l'ai écrit un nombre d'années après. Et j'ai commencé à écrire parce que le monde des artistes, j'imagine que comme aussi le monde des écrivains, n'est pas un monde très gentil, n'est pas très bon. Après ma réussite vente aux enchères, des bruits ont commencé à courir. J'en ai collectionné certains. Par exemple, on disait que tous mes tableaux ont été achetés par mon oncle qui vivait au Canada, tandis que j'ai ni oncle ni tante au Canada. Среди прочих был особенно яркий слух о том, что некие спецслужбы на Западе решили свергнуть советскую власть, но не знали, куда вложить официально деньги. И они выбрали меня, и я как был их агентом, и продав картины на аукционе, значит, эти деньги положили на какой-то счет и свергли на самом деле советскую власть. Mais donc le bruit le plus remarquable, c'était que certains services spéciaux occidentaux ont voulu mettre fin au pouvoir soviétique et ils ne savaient pas trop où investir l'argent qui leur a été donné à ces fins. Donc ils l'ont investi dans mes tableaux et moi j'étais leur agent, et avec cet argent qui a ensuite été mis sur un compte bancaire quelque part, ils ont finalement réussi à mettre fin au pouvoir soviétique. Ну, эти слухи множились, и потом, в конце концов, я подумал, но я был в курсе, на самом деле, этих событий, и я все знаю, как это происходило, во всяком случае, как это происходило, как я видел своими глазами. И я решил записать то, что было. А когда я записал то, что было, я понял, что это будет непонятно, если я не напишу того, что было до, и того, что было после. И потом я писал до, после, дошел до своего детства с одного конца и до того момента, когда я писал эту книжку, с другого конца. Et ces bruits se multipliaient. Et moi, je me suis dit, mais moi, je sais comment ça s'était en réalité. Je l'ai vu, ça s'est passé devant mes yeux. Et j'ai commencé à noter ce que je savais, ce qui s'était réel et ce qui s'était vraiment passé. Et quand je l'ai mis sur papier, je me suis dit que ce ne serait pas compréhensible si je n'écrivais pas donc ce qui s'était passé avant. Du coup, j'ai écrit ce qui s'était passé avant, et ensuite ce qui s'est passé après. Et ensuite, dans l'avant, j'ai atteint mon enfance. Et dans après, donc l'époque dans laquelle je vivais quand je terminais ce livre. Ну, так родилась первая книга, но потом я вошел во вкус и написал еще несколько. C'est comme ça que mon premier livre est né, et ensuite j'en ai pris goût et j'ai écrit encore quelques-uns. Donc le point, enfin l'axe de ce livre, c'est cet événement de 1988. On remonte vers ce qui l'a précédé, et on va jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là, la question que je voulais vous poser, ça concerne le style, la forme. C'est que votre livre, il est composé de scénettes
Et votre œuvre plastique et aussi picturale, elle est aussi caractérisée par un compartimentage, un cloisonnement des petits personnages qui vivent comme des vies isolées. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre votre œuvre figurative et la manière dont vous écrivez? Игорь, вы совершенно верно заметили, что связь, безусловно, между тем, что я делаю в своем искусстве, и между этой книгой и прочими книгами есть, безусловно, есть. И как только я начал писать, я почти mгновенно понял, какую форму произведения выбрать и как построить нарратив. Alors, Igor, votre remarque est très juste, effectivement. Donc, ce que j'écris est lié donc intimement à ce que je fais dans les arts. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai tout de suite compris donc quelle forme je choisirais pour l'écrire. Я понял, что складывается книга, что это не просто описание события, которое произошло на этом аукционе, но мне захотелось вообще написать, как вам сказать, описать время, в котором я жил и в котором это событие случилось, и что это было. И поскольку я перфекционист, я понял, что я хочу, чтобы в книге было легкое дыхание. Я понял, какой ритм я хочу. И понял именно насколько, вот что за фразочка должна быть в этой книге, как она должна раскрывать смысл. Alors, dès le début, je ne voulais pas faire tout simplement la description de ce que s'était passé lors de la vente aux enchères. Je voulais aussi décrire ce qui se passait à l'époque dans le pays. Et comme je suis un perfectionniste, j'ai tout de suite établi le rythme que je voulais pour ce livre. Et j'ai conçu les phrases, j'ai compris comment les phrases devaient se placer et devaient s'ouvrir pour permettre de découvrir le sens. И в своем искусстве и в литературе мне не нравятся лишние слова. Если что-то можно убрать, я убираю. Если что-то можно высказать короче, не теряя, не жертвуя смыслом и нюансами этого смысла, то я это делаю всегда. Dans mes œuvres plastiques, comme dans l'écriture, je n'aime pas les mots de trop. Si quelque chose peut être enlevé, je l'enlève. S'il y a un moyen de dire une phrase plus brièvement sans sacrifier le sens, c'est ce que je fais. Ну вот более-менее, что касается именно вот этой книги и нескольких последующих. Donc je vous ai dit à peu près ce qui concernait ce livre-là et quelques livres qui sont venus après. Il y a une chose là dont on parle pas parce qu'on est sérieux, on raconte tout ça très sérieusement, mais votre livre il est aussi très très drôle et c'est vraiment une caractéristique aussi de l'art contemporain russe, c'est la dimension ironique pour parler de choses finalement souvent assez tristes. Alors quelle est la place à la fois dans votre œuvre picturale et puis littéraire de l'humour, de l'ironie? Потому что ирония, и особенно самоирония, это важное качество человека. Je crois que l'ironie, c'est une qualité très importante pour un homme. И эта ирония, когда она не просто ирония ради иронии, но для меня еще важно, чтобы ирония шла рука об руку с абсурдом, потому что абсурд – это замечательный способ описания мира.
Alors, je ne voudrais pas faire de l'ironie pour l'ironie, mais je crois que l'ironie doit toujours aller en parallèle avec l'absurde, parce que l'absurde, c'est un moyen remarquable pour décrire ce monde. Alors, j'ai dit, ce livre, il n'a pas seulement un intérêt pour votre œuvre à vous, mais aussi parce qu'il nous plonge dans l'univers de l'art non officiel russe. Et il y a une question que je voulais vous poser. Presque tous les grands artistes russes écrivent, et souvent écrivent beaucoup. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que Kabakov, Boulatov, Pepperstein, Pivovarov, pourquoi est-ce qu'ils écrivent tous ? Ну, я думаю, потому что русские художники, я имею в виду неофициальные художники, они составляли довольно закрытое сообщество, и, собственно, они и были, сами художники, их друзья и родственники были теми самыми потребителями этого искусства. И художники между собой спорили, пытались как-то объяснить друг другу, другим людям, формулировали какие-то концепции и вырабатывали язык описания. Alors, je crois que la raison est peut-être dans le fait que les artistes russes, et je parle des artistes inofficiels, c'était des gens qui évoluaient dans une communauté assez fermée, restreinte, qui consistait en peintres eux-mêmes, leurs amis et leurs proches. Et donc, à l'intérieur de ces communautés, ils discutaient beaucoup, ils essayaient de formuler leur conception, d'expliquer ce qu'ils faisaient, et du coup, il est né une sorte, un style pour la description de l'art. И многие неофициальные художники действительно пишут книжки, и есть замечательные книги, и часто это книги, где они формулируют концепцию своего творчества, или это бывает воспоминания. Plusieurs artistes russes écrivent effectivement, certains écrivent de très bons livres, et souvent ce sont des livres où ils formulent la conception de leurs œuvres, ou sinon ce sont des mémoires. То есть, я хочу добавить, что у нас не было практически историков искусства, которые занимались этим, потому что искусствоведы как бы не интересовались тогда официальным искусством. Поэтому как бы приходилось самим формулировать. Это как бы путь к писательству. Et il faut dire aussi qu'il y a eu peu d'historiens d'art qui se seraient intéressés à ces artistes-là. À l'époque, cela n'intéressait pas grand monde, et donc les artistes devaient eux-mêmes s'occuper de cette historie d'art, de cette description. Alors, il y a une chose qui... donc, vous décrivez, il y a un certain nombre de scénettes avec des artistes comme notamment Boulatov, Kabakov. Vous racontez la genèse de certaines œuvres. La question que je voulais vous poser, est-ce qu'à votre avis, l'art non officiel russe, donc on a vu exposé au centre Pompidou, est-ce que cet art, il a une certaine unité, ou est-ce que tout le monde était plutôt lié par un mode de vie un peu commun en dehors des circuits officiels, ou est-ce qu'il y a une unité thématique, théorique de l'art contemporain russe ou pas? У неофициального искусства не было общей концепции. Alors, l'art non officiel n'avait pas de conception commune. Каждый сидел в своей дыре и рисовал свое искусство. Chacun restait dans son atelier à faire son propre art. В 60-е годы была как бы эпоха гениев, то есть художник считал, что он гений. Et dans les années 60, c'était l'époque des génies. Chaque peintre se croyait un génie. Как вы понимаете, гений не может быть в группе, и гении не работают в соавторстве, потому что гении, они уникальны, их пометил ангел.
Et si vous comprenez bien, un génie ne peut pas travailler dans un groupe ni avec un co-auteur, parce qu'un génie, c'est quelqu'un d'unique, marqué par les anges. Например, был такой замечательный, на самом деле, художник Шварцман, который считал, что вот ангел просто трубит его искусством. И это такая как бы благовест, то, что его искусство это некая истина, которая счастье для людей вокруг. Par exemple, il existait un artiste qui était d'ailleurs très bien, Schwarzman, qui croyait, lui, que son art était en fait une bonne nouvelle pour toute l'humanité, que c'était une sorte d'évangile, donc, et que c'était très bien pour tout le monde. Это было в 60-е годы, а в 70-е годы уже появилась другая концепция, естественно. И здесь как бы уместно, что объяснить концепцию, уместно слова Хармса. Ну, как бы, или как бы в стиле Хармса можно сказать, что если художник говорил о гении, то зритель, как говорил, ты говно. И образ гения стал смешным, он стал таким устаревшим, что ли, в 70-е годы. Et alors, ça c'était dans les années 60, et dans les années 70, donc cette époque de génie a fait place à l'époque naturelle, et la conception de cette époque peut être exprimée par une citation de Harms, Daniel Harms. Quand un artiste dit « je suis un génie », le public dit « tu es de la merde ». Et donc la conception, ce terme de génie, il est devenu un peu ridiculisé, il est devenu, si on peut dire, désuet. Художники объединялись скорее по принципу дружбы, дружеских отношений. Et les peintres s'unifiaient surtout sur le principe de l'amitié, de relations d'amitié qui existaient entre eux. Но несколько позже некоторые художники поняли, что лучше вообще-то появляться в мире не отдельно, а группой. Mais un peu plus tard, certains artistes ont compris que si on voulait paraître au monde, il vaut mieux peut-être paraître non pas seul à seul, mais à l'intérieur d'un groupe. И эти художники стали вырабатывать некую, что ли, общую концепцию, где, несмотря на то, что это были разные голоса и разные концепции, но их что-то объединяло. Но это уже конец 70-х, начало 80-х. Et ces artistes ont commencé à élaborer une sorte de conception commune, même s'ils avaient tous des voix différentes, des conceptions différentes, il y avait quelques points communs qui les unifiaient. Mais ça, c'était déjà à la fin des années 70, au début des années 80. Et donc est-ce que il y a une autre question aussi qui est intéressante et auquel souvent les artistes ne répondent pas. D'ailleurs, les artistes de cette époque, c'est à l'époque de votre formation, qu'est-ce que vous saviez de l'art occidental contemporain ? Quand est-ce que vous avez commencé à voir des choses de l'art occidental contemporain, par exemple? Il y a des choses qui sont assez frappantes dans les œuvres des artistes russes d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine proximité avec l'art américain, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on pouvait en savoir dans les années 50, 60, 70, derrière le rideau de fer ? Moi, juste pour ajouter, j'ai posé la question à Eric Boulatov. Lui, il me disait qu'il savait rien, qu'il n'avait rien vu. Eric Boulatov. Но я думаю, что это было преувеличение. Je crois qu'il exagérait. Что касается меня, в художественной школе у меня был преподаватель, который любил западное искусство, безусловно. Но нет, речь шла, то есть то, что я знал в художественной школе о западном искусстве, это в основном, конечно, была École de Paris и естественно, классическое искусство, на котором все, собственно, воспитывались и учились, включая итальянское возрождение. Alors,
En ce qui concerne l'art occidental, un des profs dans mon école des arts aimait beaucoup l'art occidental, il nous en montrait, mais cela se réduisait à l'école de Paris et bien sûr aux classiques sur lesquels tout le monde donc, a été formé, y compris la Renaissance italienne, etc. Я не скажу, что русские художники неофициально, что им было неизвестно западное искусство. Им было известно, потому что в советское время, 50-е годы, даже в конце, там были выставки, американская выставка национальная, где показывалось современное тогда американское искусство, французская национальная выставка. Я очень хорошо ее помню, потому что я ходил каждый день. И там, согласно вообще вот настроениям того времени, там толпы приходили, значит, интеллигентной публики, они спорили до посинения перед абстрактными картинами, перед картиной Пикассо и так далее. И потом еще был фестиваль молодежи в 1958 году, где тоже была выставка большая «Современное искусство западного». Скорее, мы хуже знали теорию и хуже понимали процессы в то время, во всяком случае которые привели к тому или иному искусству, да? Вот. Donc on ne peut pas dire que les artistes non officiels de l'époque ignoraient l'art occidental contemporain. Parce que même dans les années 50, dans l'Union soviétique, il y a eu des expositions. Il y a eu une exposition de l'art contemporain américain, ensuite de l'art contemporain français. Et dans l'esprit de l'époque, il y avait des foules d'intelligentsia qui venaient voir ces tableaux, qui donc discutaient jusqu'à en devenir bleus devant tel ou tel tableau. Et plus tard, il y a eu donc le Festival de la jeunesse internationale en 58. Donc il y a eu aussi des choses qu'on a vues. Je crois que ce qu'on ignorait surtout, c'était la théorie de l'art occidental contemporain et les processus qui ont amené donc à la production de tel ou tel type d'art. Можно сказать, что мы знали западное искусство в то время лучше, чем отечественное искусство, лучше, чем русский авангард, который был весь спрятан в запаснике. И редкие выставки, где можно было увидеть рисунки, там, предположим, Малевича или там живопись Филонова, это буквально какие-то крупицы показывали в музее Маяковского. Это было трудно увидеть, или нужно было иметь доступ к частным коллекциям, которые... То есть коллекционеры не очень-то пускали к себе народ, потому что тоже боялись властей, боялись, что отберут их коллекции и так далее. On peut dire que l'art contemporain occidental, à l'époque, on le connaissait mieux que l'art russe, par exemple l'art de l'avant-garde, qui lui était caché dans les archives. On n'en voyait que rarement les tableaux de Malevich ou de Filonov. Il fallait vraiment aller dans des rares expositions au musée Mayakovsky pour les voir, ou encore peut-être chez des collectionneurs privés, sauf que les collectionneurs privés, ils n'affichaient pas leur collection, ils n'invitaient pas n'importe qui de peur des pouvoirs, de peur que leur collection soit confisquée. Но когда, если я буду говорить о себе, когда я начал делать первые самостоятельные шаги в искусстве, то было absolument понятно, что провальная стратегия следовать западному искусству. Mais je peux dire, pour moi, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'art, je comprenais déjà très bien que la stratégie donc, qui consistait à suivre l'art occidental était vouée à l'échec. Что на самом деле великие достижения в русском искусстве были сделаны тогда, когда художники понимали, что центр вселенной здесь, в Москве, а не в Париже, не в Нью-Йорке, et где-либо еще. Que les plus grandes réalisations de l'art russe ont été faites au moment où les artistes comprenaient que le centre de l'univers se trouvait à Moscou et non pas à Paris, à New York ou ailleurs. Ну?
Alors bon, justement, donc, mais après je voudrais revenir à la chronologie. Juste une dernière question sur l'art russe contemporain. Comment est-ce que vous estimez, quelle est aujourd'hui la place de l'art russe contemporain dans le monde, puisque vous avez représenté la Russie à la dernière biennale de Venise, qui est le grand événement international en art contemporain. Quelle est la place de l'art contemporain russe dans le monde? Quel rôle il a à jouer? Est-ce qu'il est sous-évalué ou quel est son statut pour vous? Et puis déjà, est-ce qu'il a un statut en tant que... Est-ce qu'il y a vraiment un art russe contemporain en tant que tel sur la scène internationale aujourd'hui? Ответ. Современное русское искусство, я бы сказал так, существует. Alors, ma réponse, c'est que l'art contemporain russe existe. Значит, чтобы ответить правильно на этот вопрос, нужно понять, что имеется в виду. Искусство сегодняшнего дня имеется в виду под современным искусством или какой-то период, например, там, после краха советской власти, или имеется в виду искусство начала века. Потому что есть, на Западе, на самом деле, значит, Запад ценит и понимает вопрос, но ценит, во всяком случае, иконопись русскую, византийскую живопись, русский авангард и отдельных художников, которые появились позже. Pour bien répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qui est entendu par le terme. Est-ce que par l'art contemporain, vous entendez l'art qui existe aujourd'hui, de ce jour, ou vous entendez une certaine période, par exemple la période post-soviétique ou le début du siècle? Pour moi, je peux dire que les Occidentaux apprécient et peut-être comprennent l'art byzantin, l'avant-garde russe et puis quelques artistes particuliers. На самом деле есть большое количество замечательных, уникальных художников, ничего аналогов которым нету в западном искусстве, которые игнорируются. Запад их не знает. И, наверное, когда-нибудь это будет оценено и станет частью мирового искусства, да? Ну, во всяком случае, западная цивилизация, наша цивилизация, вот так вот. Moi, je peux dire qu'il existe un grand nombre d'artistes uniques qui n'ont pas leur pareil au monde et qui sont tout simplement ignorés par l'Occident. L'Occident n'en sait rien. Et je crois qu'un jour, peut-être, ils seront appréciés à leur juste valeur et pourront prendre place donc dans cette civilisation, on peut dire occidentale, dans notre civilisation. Что касается искусства послевоенного, то здесь как бы оно тоже недооценено. Там существует довольно большая группа замечательных художников, которые работали и в 60-е годы, и в 70-е, и в 80-е. Значит, почему это происходит? Потому что, когда это искусство появилось, на Западе не было искусствоведов, историков искусства, у которых был бы инструмент описания этого искусства. Et si on parle de l'art russe d'après-guerre, il y a aussi des peintres, des artistes très importants qui travaillaient à l'époque, des artistes des années 60, 70, 80, que l'Occident ne connaît pas. Et je crois que cela s'est produit parce qu'à l'époque, quand ils travaillaient à l'Occident, il n'y avait pas de théoriciens d'art, d'historiens d'art qui auraient l'instrumentaire pour pouvoir apprécier ces tableaux. Потому что не было и до сих пор почти не существует теория, на которой бы эти люди, исследователи искусства этого периода, могли бы опереться. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y a presque pas aujourd'hui de théorie sur laquelle les chercheurs de ce genre d'art auraient pu s'appuyer. На это искусство невозможно смотреть через американские очки или через французские очки. On ne peut pas le voir à travers une prisme américaine ou une prisme française. Это искусство надо изучать, что сейчас и происходит.
cet art doit être donc étudié en tant que, proprement parlant, ce qui se passe aujourd'hui. И то, что Центр Помпиду или галерея Тейт в Лондоне проявляют серьезный интерес к русскому искусству, это только начало. Et le fait que le Centre Pompidou ou la Galerie Tate à Londres commence à éprouver un intérêt envers donc l'art russe contemporain, ce n'est que le début. Что касается сегодняшнего искусства, вот прямо вот то, что происходит сейчас, мне трудно это увидеть сейчас. То есть я могу сказать, что есть отдельные имена, есть интересные художники, но я не совсем понимаю контекст сегодняшнего дня. То есть не совсем понимаю, я имею в виду русское искусство. То есть нужно, чтобы что-то чуть-чуть отстоялось. En ce qui concerne l'art vraiment actuel, l'art d'aujourd'hui, pour moi c'est assez difficile de le voir. Je peux vous citer quelques noms, quelques peintres intéressants, mais je ne saisis pas vraiment le contexte. C'est-à-dire que pour donc l'art russe d'aujourd'hui, il faut qu'on en prenne une certaine distance. Да, после этой дистанции будет анализ более серьезный. Et cette distance permettra une analyse plus profonde. Merci. Alors donc votre livre, c'est pas seulement un livre sur l'art où on apprend des choses sur l'art non officiel, c'est aussi un livre personnel. Vous dites que vous êtes remonté bien en amont pour expliquer en amont de cette vente de 1988, puisqu'effectivement vous remontez jusqu'à votre enfance. Et donc il y a des passages très intéressants sur l'école, ce qu'était l'école soviétique, et aussi sur le judaïsme. Sur ce que c'est qu'être juif en Union soviétique. C'est quelque chose qui occupe aussi une grande partie de votre œuvre picturale. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de ces passages sur votre enfance et le judaïsme? Ну, что касается еврейства, ну, это как кто-то говорил, что еврей – это не национальность, это судьба. En ce qui concerne le judaïsme, je ne sais plus qui a dit que le juif, ce n'est pas une nationalité, c'est un destin. Меня с детских лет интересовало, а что значит быть евреем, кто такие евреи, потому что я толком не знал и не понимал. Et moi, dès mon enfance, j'ai été intéressée par le judaïsme, par ce que ça veut dire d'être juif, parce que je ne le comprenais pas vraiment. Моя семья была нерелигиозная, папа занимался наукой, мама тоже как бы носилась с детьми, потому что я родился в большой семье. У нас было 5 детей, для того времени это было много. Единственное, что бабушка, она была верующая, но как так скрыто. То есть мы знали, что бабушка по субботам ничего не делает и не говорит по телефону. И мы даже подшучивали на бабушку, толком не понимая, что. Я говорю: бабушка, а вот тетя Роза звонила. Вот звонит, ответь, пожалуйста, по телефону. Бабушка, на самом деле, она, когда мы ее что-то такое спрашивали, она улыбалась и загадочно молчала. Это было что-то непонятное. Ma famille n'était pas religieuse, mon père était chercheur, ma mère non plus, n'était pas très religieuse, elle n'en avait pas le temps, elle s'occupait de la famille, on était 5 enfants, ce qui était beaucoup pour l'époque. Seule restait ma grand-mère qui, elle, était croyante, mais elle le faisait de façon cachée. On savait en fait que samedi, par exemple, la grand-mère ne faisait rien, qu'elle ne répondait pas au téléphone, mais on ne savait pas très bien pourquoi, on en faisait des blagues. On l'embêtait en disant Mamie, voici Tata Rosa qui appelle, veux-tu bien décrocher? Et Mamie, si on lui posait la question, elle ne faisait que garder son silence et sourire mystérieusement. О том, что я еврей, я узнал во дворе, мне никто дома не сказал. J'ai appris que j'étais juif dans la cour, personne n'en parlait à la maison. Меня мальчишки стали дразнить. Я пришел к маме. Это, я думаю, что типичная история для советского еврейского мальчика или девочки тех лет. Значит, когда меня стали дразнить, я пришел к маме и сказал: мам, меня дразнят плохим словом, говорят, что я еврей.
Et donc, quand on m'a traité de juif dans la cour, c'était une insulte. Et c'est une histoire très typique pour un garçon ou une fille juive de cette époque, de l'Union soviétique. Donc, je suis rentrée à la maison et j'ai dit, maman, les garçons m'ont traité d'un mauvais mot et ils ont dit que j'étais juif. Мама мне сказала, да, ты еврей. И, надо сказать, я был потрясен. Maman m'a dit, bah oui, tu es juif. Et moi, j'étais sidérée. Но я спросил, а ты, а папа? Оказалось, что и мама, и папа тоже евреи. Et j'ai dit, et toi, maman, et papa? Et il s'est révélé que maman et papa étaient aussi juifs. Да, я был поражен, что и даже бабушка, и все сестры мои тоже евреи. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est que ma grand-mère et les sœurs de ma grand-mère étaient aussi juives. Но мама мне сказала, ты знаешь, ничего страшного. Все не так плохо. Евреи вообще... все евреи были великие люди. Она, я помню, назвала Эйнштейна, Ойстраха и Карла Маркса. Карл Эйнштейн, Альберт Ойстрах, Давид Ойстрах. Et maman m'a dit, bah, tu sais, ce n'est pas très grave, il y a eu des gens très connus parmi les juifs. Et je me rappelle, elle m'a nommé Einstein, Oestrach et Karl Marx. Я вышел во двор и сказал, слушайте, вы меня, мальчишкам, что вы меня совершенно напрасно дразните. Евреев очень много великих людей. И я повторил, я сказал, вот Эйнштейн, Ойстрах и Карл Маркс. Donc, du coup, je suis ressortie dans la cour et j'ai dit aux garçons qui m'embêtaient, en fait, vous n'avez pas raison de me traiter ainsi. Il y a eu beaucoup de grands noms parmi les juifs et donc je leur ai répété le nom de Einstein, Oestrach et Karl Marx. Но мальчишки мне не поверили. Mais les garçons ne m'ont pas cru. Тогда я для солидности добавил Достоевского, Чайковского, Репина. И вот тогда они мне поверили. Du coup, pour le poids, j'ai dû rajouter Dostoïevski, Tchaïkovski et Répine. Et c'est là qu'ils ont cru quand même. Потом, когда я стал что-то соображать, я все-таки хотел понять, почему вроде бы... Во-первых, я себя чувствовал как все, но все как-то что-то не совсем принимали меня за своего. Ensuite, quand j'ai commencé à comprendre quelque chose, j'ai voulu clarifier la chose parce que moi, je me sentais tout à fait comme les autres, mais les autres ne me concevaient pas toujours comme le sien. И я хотел понять, почему в мире не любят евреев. Et j'ai voulu comprendre pourquoi dans le monde on n'aimait pas les juifs. Я, конечно, не поручусь за всех здесь в зале. Alors, je ne parlerai pas pour tout le monde dans cette salle. Но для того, чтобы это понять, я стал читать книги. И читаю их до сих пор. Mais pour le comprendre, j'ai commencé à lire des livres et j'en lis jusqu'aujourd'hui. Из чтения книг появилось мое искусство. Et c'est de cette lecture que mon art a apparu. Мое искусство появилось не из непосредственного жизненного опыта. Жизнь отразилась там рефлексом, на самом деле. C'est-à-dire que mon art ne prend pas son origine dans mon expérience de vie, dans ma propre expérience de vie. En fait, cet art, c'est un reflet. В своем искусстве я имею дело с мифологиями, с мифами. Dans mon art, j'ai surtout affaire à la mythologie, à des mythes. И эти мифы, на самом деле, были связаны с моей жизнью. Это прежде всего какое-то время тому назад это миф, связанный с иудаизмом, и миф, и советский миф, внутри которого мы жили. Et ces mythes ont rapport avec ma vie, c'est-à-dire il y a donc c'est avant tout il y a quelques années c'était le mythe de judaïsme et c'est aussi ce mythe soviétique à l'intérieur duquel nous vivions. То есть для себя в своем искусстве я ставил и формулировал определенным образом задачи, о чем сейчас, наверное, мы не будем говорить. Но почему я вот пишу книги и почему мне это важно? Потому что в том, что я делаю, как есть дефицит вот нашего протекания, то есть вот эта жизнь, которая проходит
в реальном опыте, она там имеет опосредованное место. И из-за этого дефицита я как бы компенсировал это в своих книжках. И поэтому для меня это одно целое, то есть две части меня самого. Et donc, pour mon art, en général, je me pose des objectifs assez concrets dont je ne parlerai pas peut-être aujourd'hui, mais je voudrais dire que si j'écris, c'est parce que justement, dans mes œuvres artistiques, il y a un manque, un déficit du quotidien, de la réalité que je vis, du vécu. Donc là, c'est surtout, tout ce que je vis dans les arts prend une expression indirecte. Et pour compenser ça, j'essaie de décrire cette réalité dans mes livres. Et ça fait comme deux parties d'un seul être. Да, единственное, что я хотел сделать небольшую ремарку, что занимаясь, предположим, в свое время, у меня был советский проект, он как был, он имел историю, он закончился, сейчас занимаюсь другими вещами, но занимаясь советским мифом, меня интересовали фундаментальные вещи бытия. Меня интересовала проблема отчуждения человека от государства. Меня интересовала вообще фундаментальная проблема «я и оно», «я и они». И что касается вот картин, связанных с советской темой, там способ выражения и материал был тот, который мне ближе. Но задачи я оставил совершенно другие и решал. Et donc, je peux dire que quand je m'occupais, par exemple, du mythe soviétique, c'était à l'époque, j'avais un projet soviétique qui est achevé depuis. Je me posais des questions assez fondamentales. Je m'intéressais à la façon dont l'homme peut être aliéné de l'État. Je me posais des questions sur cette opposition fondamentale entre moi et eux. Voilà. Et donc c'était des missions, des objectifs tout à fait différentes que je me posais. Alors pour laisser un peu de temps aux questions et au débat, je vais poser aborder un dernier thème, c'est celui de l'immigration dont vous parlez dans votre livre, la difficulté de l'immigration et aussi à la fois la rupture et puis finalement le retour. Pas le retour total en Russie, puisque vous travaillez aux États-Unis, mais aussi vous travaillez à cheval entre la Russie et puis donc les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce moment qui est décrit comme douloureux dans votre livre, le moment du départ qu'ont vécu la plupart des grands artistes russes de votre génération? D'abord, pourquoi êtes-vous parti et comment vous l'avez vécu? Значит, во-первых, как я попал на Запад? D'abord, comment je me suis retrouvé dans l'Occident? Значит, где-то, как я уже говорил, в конце 80-х годов началась перестройка в России, и ко мне обратился президент Чикагской международной ярмарки, в то время очень важное событие, как вот Арт-Базель сейчас, приехать в Нью-Йорк, приехать в Чикаго и сделать постер для вот этого события. Donc, comme je vous ai déjà dit, à la fin des années 80, c'était la perestroïka en Russie. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai été contactée par le directeur du Salon international de Chicago. À l'époque, c'était un événement très important dans la vie des arts. Et il m'a demandé de venir à Chicago et de faire un poster pour cet événement. Получив письмо, я позвонил в иностранный отдел Союза художников СССР и сказал: здесь мне письмо пришло с приглашением приехать в Чикаго. Вот как мне быть, как мне действовать? Et ayant reçu cette lettre, j'ai appelé le département étranger de l'Union des peintres de l'Union soviétique et je leur ai demandé, voilà, j'ai reçu cette lettre, donc qu'est-ce que je fais maintenant, comment je peux agir?
Ну, мне сказали, да, мы тоже получили копию, собственно, они получили письмо, я получил копию, но вы знаете, Брускин, у нас на Чикаго очередь, товарищи давно стоят, вы молодой, вы успеете в другой раз. Ils ont dit oui, effectivement, nous avons reçu également cette lettre. En fait, moi, je n'avais reçu que la copie. La vraie lettre, c'était eux qui l'ont eue. Mais vous savez, pour Chicago, nous avons quand même une longue file d'attente. Il y a des camarades qui sont en attente depuis longtemps. Et vous êtes jeunes, vous allez patienter. Я, как вы понимаете, вырвался и повесил трубку, и про это дело забыл. Là, j'ai raccroché et j'ai oublié cette affaire. Но где-то там через неделю что-то там изменилось. Кто-то дал какое-то указание. И мне звонят и говорят, Брускин, я говорю, да, что же вы себе думаете? Вам через 10 дней ехать в Чикаго, а вы ни одного документа не оформили. Mais une semaine après, apparemment, quelque chose a changé, de nouvelles instructions sont venues, et du coup, il m'appelle, Monsieur Bruskin, oui, qu'est-ce que vous faites, restez là, dans 10 jours, vous partez à Chicago, et vous n'avez pas de documents, vous n'avez rien fait. Я побежал по инстанциям. Là, je me suis mise à courir les institutions. Инстанции были партком, как медицинский кабинет, там, где проверяли там, чуть не на венерические болезни, какие-то, в общем, там их было энное количество. Donc j'ai dû demander des documents au comité du parti, dans un cabinet médical où on vous contrôlait, y compris pour des maladies sexuellement transmissibles, etc., etc. Куда бы я ни приходил, мне говорили, а почему, собственно, вы? У нас есть художники значительно лучше, чем вы. Вы не поедете. Où que je vienne, on me disait, mais pourquoi vous? Nous avons des artistes qui sont beaucoup meilleurs que vous et vous n'irez pas. Но потом, в конце, как-то все уладилось, и я поехал. Но до самого последнего момента я думал, что в аэропорту ко мне подойдет какой-нибудь товарищ и скажет, товарищ Брускин, вот всем в ту сторону, а вам противоположно. Donc à la fin tout ça s'est arrangé, mais jusqu'au dernier moment à l'aéroport je m'attendais quand certains camarades s'approchent de moi en disant camarade Bruskin, tout le monde va de ce côté-là, mais vous partirez de l'autre côté. Значит, моя эмиграция была значительно более, что ли, нежная, чем у других художников, у многих других художников, которые уехали раньше. Mon chemin d'émigration a été quand même beaucoup plus doux que chez plusieurs artistes qui avaient quitté la Russie auparavant. Во-первых, это не была та эмиграция, потому что у меня остался русский паспорт, и я как бы его ценил и ценю, и до сих пор я как бы гражданин России. D'abord, ce n'était pas cette immigration-là, parce que j'avais gardé mon passeport russe, et je le garde, je l'apprécie jusqu'aujourd'hui, et je suis toujours citoyen russe. Ну и потом, в связи с событиями, которые находятся в центре этой книжки, которые я описываю, приехав на Запад, я увидел свои фотографии своих работ практически во всех крупных журналах и газетах. Et puis, suite aux événements dont je parle dans mon livre, en arrivant à l'Occident, j'ai vu mes photos et les reproductions de mes tableaux publiés presque dans toutes grandes revues et dans tous les journaux. Включая обложку New York Times. Y compris la une de New York Times. Значит, трудность была, я бы сказал, двух сортов. Значит, трудность была в том, что я говорил по-английски, но я никого не мог понять вообще, ни одного человека. La difficulté était dans le fait que je parlais anglais, mais je n'arrivais à comprendre personne, mais vraiment personne. Для того, чтобы понять, я раз 10 переспрашивал. Pour comprendre, il me fallait redemander à 10 reprises. Понять, кто жулик, кто вообще серьезный человек, было невозможно. Et je ne pouvais pas non plus comprendre qui était quelqu'un de sérieux et qui était un filou. Все капиталистические реалии, слова типа банк, там договор, для меня это были просто слова, которые понять мне казалось просто невозможно. Et tous les faits de la vie capitaliste, des mots comme banque, contrat, etc., pour moi, c'était vraiment du chinois que je n'arrivais pas à comprendre.
Потом я прилетел в Чикаго летом, в июле месяце. Жара была на редкость как бы невероятная просто. Je suis arrivé à Chicago en été, en juillet, et c'était une année d'une grande canicule. В общем, первое желание было бежать, значит, изо всех сил в аэропорт и срочно лететь обратно в Россию. Et du coup, mon premier souhait était de regagner l'aéroport et de rentrer vite fait en Russie. Но, в общем, ну, дальше было как бы интересно, потому что ко мне обратились целый ряд влиятельных галерей в Нью-Йорке с предложением сотрудничать. В то время, опять-таки, слово «галерея» было загадочное. То есть, Ensuite, c'était très intéressant parce que il y a eu plusieurs propriétaires de galeries qui m'ont contacté pour me proposer donc de collaborer. Et comme je vous ai déjà dit, à l'époque, le mot galerie était pour nous mystérieux. Я значительно более оптимистически относился к галереям, чем сейчас. Et à cette époque-là, je les voyais avec beaucoup plus d'optimisme qu'aujourd'hui. Потому что сейчас я понимаю, что галерея в сущности это магазин. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que la galerie, en fait, ce n'est qu'un magasin. Но как бывают магазины одежды разного уровня, так и галереи бывают разного уровня. Mais comme vous avez des boutiques de différentes sortes, de différentes classes, vous pouvez aussi avoir des galeries de différents niveaux. Ну, в общем, единственное, что та галерея, которую я выбрал, значит, эти люди были готовы вкладывать деньги в какие-то проекты, которые мне были интересны и которые я не мог реализовать тогда, в то время, в России. La seule chose, c'est que cette galerie me proposait, était prête à investir dans des projets qui m'étaient intéressants et que je ne pouvais pas à l'époque réaliser en Russie. И так, собственно, понимаете, дело в том, что попав в Америку, попав на Запад, я сразу окунулся в работу. И поэтому, а так как для меня работа – это естественное состояние и способ проживать жизнь, поэтому эмиграция для меня не была такая суровая, как для других людей. Et donc, dès mon arrivée, je me suis plongée dans le travail. Et comme pour moi, le travail, c'est mon état naturel, c'est le moyen légitime de vivre sa vie, alors pour moi, l'émigration n'a pas été aussi dure que pour les autres. Но я всегда себя позиционировал, и сейчас позиционирую, русским художником, живущим на Западе. Mais je me positionnais toujours, tout comme aujourd'hui, comme un artiste russe vivant à l'Occident. Ну вот. Merci. Donc, il nous reste un peu quelques minutes. Si quelqu'un veut poser une ou deux questions. Allez-y. Donc, il y a un salon d'art contemporain, Art Capital, qui a... Нет, вы знаете, я не посетил и даже не знаком с названием, не знаю, что это такое. Donc non, je n'ai pas été à ce salon et je ne connais même pas son nom, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un a une autre question sur Moi, j'en ai d'autres, mais je peux laisser... Bon, parce que personne... Moi, il y a un moment qui me semble vraiment intéressant dans le livre de Bruskin et de Grisha Bruskin, c'est tout ce qui concerne aussi la perestroïka et la manière dont ça s'est passé, dont il l'a vécu. Et ça apparaît vraiment comme une période très trouble, sans direction... sans direction affirmée, avec des personnages très étranges qui circulaient notamment dans les ateliers d'artistes pour essayer d'acheter à bas prix des dessins. On voit vraiment le début de l'art commercial qui s'implante en Russie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots pour finir cet entretien? Ну, во-первых, я могу сказать, что это время перестроечное, это было героическое время. Ну и героическое время было на самом деле время андеграунда. Я вот что хочу сказать, прежде чем поговорить о перестройке. Мне часто задают вопросы на Западе. Вот, вы жили в этой
ужасной стране, империи зла. У вас не было свободы выставляться, вы рисковали попасть в тюрьму, вы страдали, вы были несчастны. Я не страдал и не был несчастен в Советском Союзе. Я не любил советскую власть, и советская власть отвечала взаимностью. Меня она тоже весьма и не любила. Но я был молод, я делал то, что я хочу, я не прогнулся перед этой властью. Et поэтому я был счастлив. Alors, donc, je dirais que le temps de Perestroïka, c'était un temps héroïque, mais avant de parler proprement dit de Perestroïka, je voudrais remarquer que, donc, quand je suis arrivée à l'Occident, on me demandait souvent, donc, vous, comment vous avez vécu, donc, vous avez traversé ces années horribles, vous avez vécu dans l'empire du mal, vous ne pouviez pas vous faire exposer, donc vous avez souffert, vous étiez malheureux. Ben non, je n'ai pas souffert, je n'ai pas été malheureux, je n'aimais pas le pouvoir soviétique, le pouvoir soviétique me rendait le pareil, donc effectivement, mais je vivais comme je le pouvais, je n'ai pas laissé le pouvoir soviétique me briser, j'étais jeune et j'étais heureux. Что меня неправильно поняли, я еще раз хочу повторить, что я, мягко говоря, не любил советскую власть. Mais pour être quand même bien compris, je voudrais répéter que je n'aimais pas le pouvoir soviétique, et c'est encore gentiment dit. Ну, собственно, это было связано с другим. Что касается перестройки, опять-таки, это было такое смутное время. Это было, с одной стороны, это было какое-то невероятное ощущение свободы, что она может быть, что не какой-то дядя за вас решает, можете вы куда-то поехать там или не можете, читать вам такие книжки или другие книжки. Никто вам не может ничего запретить. Это было чувство совершенно невиданное. Это была какая-то... Да, вот это было ощущение, да, какого-то тоже нового счастья. Но, с другой стороны, вы знаете, что это был болезненный процесс для страны, и многие люди страдали и жили в нищете. Это сложное было время. Alors, pour la perestroïka, c'était effectivement une période de trouble. En même temps, il y avait cette sensation de la liberté, de la possibilité de la liberté, du fait que ce n'est plus un monsieur quelconque qui va vous dire où vous pouvez aller ou non, quel livre vous pouvez lire ou pas, que c'était plus les autres qui allaient décider pour vous. Et ça, donc, c'était, on peut dire, un nouveau bonheur. Mais en même temps, vous savez bien que donc c'était une dure période dans la vie du pays, que les gens vivaient dans la misère, donc effectivement c'était une période très compliquée. Вдруг в Москву стали приезжать какие-то мировые знаменитости, которые были для нас мифологичны, да? Вообще надо сказать, что Запад был мифологизирован в России. Tout d'un coup, Moscou a commencé à être visité par des stars mondiales, des personnes qui pour nous étaient des personnages des mythes. Et il faut dire que l'Occident avait été beaucoup mythologisé dans l'Union soviétique. И вдруг эти люди стали приходить на наши выставки, там какой-нибудь писатель Дюринмат, или какой-нибудь писатель Макс Фриш, или какой-нибудь там Милош Форман, например, пришел ко мне в мастерскую. Я накануне видел его фильмы и восхищался ими. И вдруг какая-то вот эта высокая культура, она вдруг стала частью нашей жизни тоже. Donc, tout d'un coup, ces personnages-là commençaient à apparaître à nos salons, à nos expositions, des écrivains comme Dürrenmatt, Max Frisch ou encore Miloš Forman, qui un jour apparu dans mon atelier. La veille encore, je regardais ses films et je l'admirais. Et tout d'un coup, comme ça, ces personnages de la haute culture commençaient à faire partie de notre vie. В общем, резюмируя, можно сказать, что перестройка была, безусловно, свежим воздухом. Это была какая-то новая, невиданная и неслыханная свобода для нас, на которую мы не надеялись. Мы думали, что мы проживем всю жизнь при
при советском режиме. Потому что может поколебать эту огромную империю? Мы думали, что ничто, какой-нибудь катаклизм, какой-нибудь потоп, какое-нибудь там, не знаю, землетрясение. Но что вот так вот оно возьмет и рассыпется неожиданно, это было приятной, надо сказать, неожиданностью. Et pour conclure, je voudrais dire que la perestroïka était une bouffée d'air frais, une bouffée de liberté qui pour nous était inouïe, inconcevable, parce que nous avions cru vivre toute notre vie donc avec le régime soviétique, parce que qu'est-ce qui pouvait ébranler cette machine solide, à part un tremblement de terre ou un cataclysme, et on ne croyait pas du tout que ça allait s'effondrer de soi-même, et pour nous c'était une surprise, oserais-je dire, très agréable. Une dernière question, allez-y madame. Какая книга? Ваша эта книга. Нет, она появилась значительно раньше, потому что второе издание было в 2002, а первое... А? Да. Да. Comme la traduction... Добавить в эту книгу? Je traduis la question. Donc, le livre qui est là en Russie, il est paru il y a assez longtemps. Donc, la deuxième édition déjà date de 2002. La traduction française ne sort qu'aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez ajouter aujourd'hui quelque chose à ce livre-là? Книга написана, и в нее ничего добавлять не надо. Надо просто писать новые книги. Le livre est déjà fait, je n'ai rien à ajouter. J'écrirai plutôt un nouveau livre. Что я и делаю. Ce que je suis en train de faire. Voilà, donc merci beaucoup Grisha Bruskin pour ce moment passé avec vous. Donc je rappelle que ce livre est disponible, on peut l'acheter en face. Vous retrouverez tout ce qui est des choses qui ont été dites et d'autres qui n'ont pas été dites. Et c'est vraiment très intéressant aussi pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Russie contemporaine et pas seulement à l'art. Et puis Bruskin est aussi un artiste. Donc là, ses œuvres sont entrées dans la collection du Centre Pompidou. Là, je sais pas, il va... Какая ваша выставка следующая? Следующая выставка будет в одном из важнейших музеев Москвы. Я не хочу. Хорошо. Через год? Года через два. Voilà, rendez-vous dans un an ou deux à Moscou, dans l'un des grands musées moscovites, pour l'exposition de Grisha Bruskin. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Спасибо всем.